Oui, merci beaucoup à tous. Je voudrais rebondir sur deux points. D'abord, remercier tous les deux militants qui sont présents et les chercheurs pour leur discussion. J'ai l'impression que les deux Congos nous donnent l'image d'une double impasse et que le travail que vous faites est absolument remarquable et que d'un point de vue pacifique, on ne peut pas faire mieux, puisque vous témoignez de ce que vous êtes en train de vivre et vous montrez en même temps à quel point on peut se mobiliser dans des conditions qui sont absolument difficiles, voire tragiques, et vous soulignez en même temps une idée qui a été débattue tout à l'heure. Heureusement que vous êtes là pour faire ce travail-là qui est considérable. Et je voudrais juste souligner une chose que Trésor a évoquée très rapidement, que la République du Congo avait élu de manière parfaitement démocratique un président qui a été battu suite à un coup d'État. Je dis battu suite à un coup d'État, j'utilise une expression volontairement contradictoire. Et que ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit qui a fait que Sassou Nguesso revienne au pouvoir. Vincent a évoqué quelques pistes de recherche qui sont extrêmement intéressantes et qui du coup font écho à ce qui s'est passé pendant ce qu'on a appelé les émeutes de la faim dans plusieurs pays. Comment faire de la recherche dans ces conditions-là? Comment distinguer différents événements de ce qu'on va appeler les casseurs, de la vraie mobilisation? Et il semble que tout ça se mélange et que notre première mission soit d'abord de documenter qu'on est sur place, ce qui est en train de se passer, de recouper un maximum d'informations, et de telle sorte qu'après on puisse avoir une analyse un peu intelligible. Voilà. En tous les cas, je voudrais vous remercier encore et vous remercier pour votre courage. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Marielle. Je pense que dans le cadre de votre recherche, vous êtes allé au Tchad. J'ai eu l'habitude de voir Laurent Marshall sur des questions du Tchad, tout ça. Bon, je suis tout à fait d'accord avec les cheminements historiques que vous avez fait, sauf que durant l'histoire, le Tchad a servi comme un terrain de bataille entre le bloc soviétique et le monde occidental. Et la Libye qui agissait avec les Russes, etc. Et la rébellion Frolina, c'est une rébellion au départ, beaucoup de combattants. Moi, je suis issu d'une famille où il y avait des généraux, ceux qui ont fait la guerre avec la Libye, tout ça. Beaucoup, au départ, étaient engagés dans l'armée avec l'idée de combattre un pouvoir chrétien, vous voyez ça, et de défendre des droits religieux. C'était le discours qui a été véhiculé par les FNL algériens, etc. Et ça a été comme ça, les Frolina. Mais par rapport à la contexte actuel, pour juste aller un peu vite, le ras-le-bol est là dans la population. Mais comme je l'ai dit durant mon intervention, la culture des manifestations n'existe pas dans la société tchadienne. Quand vous prenez depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez compter le nombre de manifestations qu'il y a en dehors des manifestations spontanées sédentines qui sont liées aux questions de bourse, etc. Mais la population, même ceux qui sont nés dans des villes urbaines, même ceux qui n'étaient pas des anciens rebelles, préfèrent par exemple aller en rébellion et essayer d'apporter un changement. Et la première manifestation qui a fédéré les gens, c'était en 2016 ici, c'est le cas des Zoura, dont moi j'ai fait partie de ceux qui ont organisé cela. Mais aujourd'hui, nous sommes à une limite dans la mobilisation sociale. Aujourd'hui, la situation est intenable au Tchad. Je suis d'accord avec vous, les 16 mesures, ça mobilise les gens. Mais le problème est que tellement que les psychoses militaires, la militarisation du pays, etc., je ne sais pas, c'est une paire, mais les citoyens sont mobilisés sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais sortir dans la rue, c'est vraiment difficile. Contrairement au cas de l'Afrique de l'Ouest. Vous prenez par exemple en Afrique de l'Ouest, lorsqu'il y a des manifestations, les leaders des grands partis politiques sont dans la rue. Mais au Tchad, vous prenez un leader de la société civile, lance le mot d'ordre sur RFI ou bien sur les réseaux sociaux, mais lui, il ne sort pas. Vous voyez ça un peu. Donc, ça ne motive pas la population. Vous voyez ça. Et de l'autre côté, les gens n'arrivent pas à faire une distinction entre la lutte contre le système et tous les clans ou les Tinisaha du président. Vous voyez ça un peu. Donc, tous les Tini, et par ricochet, le président utilise aussi les religieux, etc., pour essayer de légitimer son pouvoir
face à des contestataires. Et il y a quelque chose qui joue aussi très important pour vous, les chercheurs au Tchad, c'est que les pouvoirs, non seulement ils se basent sur des fibres ethniques, etc., mais la religion, que ce soit chrétienne ou musulmane, les gens interviennent pour dire que tout pouvoir vient toute autorité vient de Dieu. Et vous pouvez mobiliser les gens. Mais en un rien du temps, un fatwa de quelques imams, ou bien il y a un cadre qui lie les chrétiens, les catholiques, les protestants et les musulmans, ils font des déclarations à côté du président de la République, et du coup ça joue sur les fidèles et les parents, et ça démobilise un peu, juste pour ajouter cela. Donc je vais être un peu provocatif dans ces cas, justement, parce que vu de l'extérieur, par exemple, les cas du Gabon, vu de l'extérieur, quelqu'un qui n'est pas au Gabon, la contestation autour de l'acte de naissance de quelqu'un, ça ne mobilise pas. Alors, ou encore les questions autour de uniquement de la durée au pouvoir, ça ne fédère pas non plus, ça n'apporte pas beaucoup. Est-ce que c'est la seule façon, ou bien, parce que de toute façon, au même moment où on se focalise sur des aspects politiques, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont à la fois économiques et des services sociaux qui existent, mais qu'on n'entend pas porter par ces genres de mouvements. On ne comprend pas pourquoi ils ne s'intéressent pas à ces questions-là. Merci. Dernière question. Merci donc pour vos interventions. Alors moi je me pose la question sur la violence, d'où provient la violence politique, qui la mobilise et qui peut la mobiliser en fait en termes de capital politique en fait. Est-ce que la possibilité d'user de la violence comme moyen politique peut être liée à un certain niveau de capital politique, et à partir de là comment ce capital peut se constituer et à partir de quoi il se constitue? Est-ce qu'il dépend d'autres hiérarchies dans la société? Bon, par exemple, je m'étais posé la question sur le Burkina si le capital politique et les actions politiques sont liées à la hiérarchie spatiale, à la position dans la ville, au capital spatial. Donc voilà, comment se mobilise ce capital politique qui autorise la mobilisation de la violence comme acte politique, et de quoi il dépend? Merci. Est-ce que vous voulez réagir les uns les autres? Pas forcément. Qui veut commencer? Trésor? Ok. Sur la question de savoir si le débat sur l'acte de naissance peut mobiliser, est-ce que la longévité au pouvoir peut mobiliser, pourquoi pas s'intéresser à des questions économiques, questions sociales. En dehors de la particularité, de toutes les façons, la question de l'acte de naissance, je ne suis pas gabonais, mais on est voisins puisqu'on est frontaliers. L'actualité là-bas également nous intéresse. Ce débat sur l'acte de naissance, je pense qu'il a été porté par des hommes politiques. Ce ne sont pas des mouvements sociaux au Gabon qui ont porté le débat sur l'acte de naissance. Ça a été une arme utilisée par les politiques. Nous ne sommes pas des politiques. Pourquoi ne pas s'intéresser sur les questions sociales, économiques, mais on voit beaucoup plus la personne qui est là, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans. Non, il s'agit d'un ras-le-bol vers un système. Et vous ne pouvez pas s'attaquer à un système si vous n'avez pas pu identifier qui détient ce système, qui entretient ce système. À partir du moment où vous savez qui détient, qui entretient ce système, et pourquoi il entretient ce système, et depuis quand il entretient ce système, qu'est-ce que ça nous donne? Il y a un ras-le-bol. De toutes les façons, tu as entretenu ce système dans la dictature, dans un mandat ou une période légale.
parce qu'on a légitimé un coup d'État par les urnes et on s'est octroyé un mandat entre guillemets légal, parce qu'il y a une constitution qui est là, qui vous donne 2 mandats, 7 ans, 14 ans, et vous faites toute la dictature possible, vous traitez vos propres citoyens plus bas que terre, on vous observe parce que vous êtes dans l'illégalité. À partir du moment si les contestations sociales, ça ne manque pas. Et je vous rappelle que je suis aussi membre de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Si vous avez suivi l'affaire des disparus du Beach, c'est porté par nous. Et aujourd'hui, l'affaire est au niveau de la justice française. Nous espérons que la justice française est pour nous le seul espoir de justice. Donc, le président arrive à la fin de son mandat. Lorsque vous prenez tout le passif qui est contre-productif, à partir du moment où nous trouvons l'opportunité, parce que vous n'êtes plus dans la légalité, on vous demande de partir, c'est tout à fait logique. Mais cela ne signifie pas que les questions sociales, les frustrations, les inégalités n'étaient jamais abordées. Mais si le côté mobilisation aujourd'hui fait la une des médias et tout, c'est parce que c'est un aspect que peut-être que les journalistes ou encore d'autres acteurs ont trouvé comme étant plus sensationnel ou qui a marqué plus. Mais sinon, la contestation sur les inégalités, elle est là. Oui, peut-être juste rajouter, insister sur ce qu'il dit, tu as bien conclu, Trésor. Les mouvements, nos mouvements ne sont pas créés d'abord pour renverser des chefs d'État ou des institutions. Ça, c'est un élément extrêmement important à préciser. Deuxième chose, ils sont créés simplement pour exprimer des ras-le-bol par rapport à des situations qui existent, sociales, sécuritaires et autres problèmes, autres situations. Mais il a raison lorsqu'il dit qu'à un moment donné, lorsqu'on analyse pour résoudre un problème social, à un moment donné, il faut toucher au système. Lorsque vous avez un système avec une minorité de gens qui s'accaparent des richesses, qui détournent, qui ne répondent pas à leurs obligations, il est clair que vous pouvez faire autant d'actions sociales que vous voulez. Tant que vous n'avez pas les bonnes personnes, vous ne pourrez pas aboutir à un changement au niveau social. Et c'est là que j'aimerais juste rebondir sur un point que j'avais oublié. C'est pour ça aussi que nous ne pensons pas qu'il soit stratégique d'intégrer les systèmes. Par système, je veux parler des systèmes politiques existants. Ce que nous contestons, ce sont les méthodes qui sont mis en place par des systèmes. Donc nous ne devons pas les intégrer. Par contre, nous devrions repenser des systèmes un système ou des systèmes qui, à un moment donné, lorsque ça atteindra le niveau requis, balayeront en fait les systèmes que nous contestons aujourd'hui. Merci. Oui, je peux réagir. Oui, je conclue la journée, tu veux dire? C'est beaucoup. Sur ce que Fred et Boko, tu as dit donc sur les émeutes de la faim, donc tu es à ma connaissance la seule personne qui a écrit un article sur les émeutes de la faim à Yaoundé en montrant justement les choses du point de vue des acteurs, ce qui invite encore une fois à essayer de comprendre ces actes de violence du point de vue de ceux qui les commettent avec leurs propres mots. Et je pense que c'est un enjeu qui est important, c'est de comprendre la morale de la violence de point de vue des personnes qui commettent cette violence, qui ne veut pas forcément dire la partager, mais en tout cas essayer de la comprendre, de la prendre au sérieux et de la comprendre. Sur la question sur le capital, qui peut faire finalement de la violence une ressource politique, qui a le capital aussi social et politique pour le faire? Alors, je ne peux pas généraliser, mais il me semble que ceux qui ont ce capital-là, c'est ceux qui ne commettent pas les actes de violence, souvent. Pour la simple bonne raison que ceux qui commettent les actes de violence, dont tous et toutes on a parlé autour de cette table, c'est souvent des personnes qui ont très peu de capital social et politique. Et je pense que là, il y a un véritable enjeu qui se pose pour les activistes et qui est souvent très peu, si je puis parler que des activistes français, très peu assumé par des activistes français qui souvent poussent les casseurs en dehors de l'espace de mobilisation, mais même littéralement, quoi, quand des services d'ordre de certains syndicats poussent des casseurs en dehors de l'espace de mobilisation. Et ça renvoie pour moi un troisième enjeu général, c'est finalement, pour réagir à ce que disaient Trésor et Floribert, vous avez tous les deux insisté sur la manière dont les pouvoirs instrumentalisent la violence. Et justement, le jeu, pour moi, de l'instrumentalisation, c'est l'injonction à choisir, en fait. Soit on est violent,
soit on n'est pas violent, et les violents, de toute façon, c'est pas bien. Peut-être qu'il y a là aussi un enjeu pour vous de... Enfin, évidemment, je suis pas là pour donner le sang qui veut, mais en tout cas, une question, en tout cas, qui pose aux activistes de refuser, en fait, cette injonction. On peut comprendre, on peut en parler de manière positive, sans la commettre, en fait, cette violence. Et ça pose aussi un enjeu pour les chercheurs. Enfin, c'est classique aujourd'hui en sociologie des mobilisations de dire que ce qu'on appelle un mouvement social, c'est tout sauf une homogénéité de mobile et une homogénéité de moyens d'action. Finalement, comment lire un mouvement social en y intégrant des actes violents, par exemple, du point de vue de personnes qui n'ont de leur propre terme, pas véritablement l'intentionnalité politique qu'on prête au mouvement social dans sa globalité. Et je pense que c'est un enjeu théorique qui est important. Je voulais juste ajouter un mot en réponse à votre commentaire. Je trouve que vous êtes très sévère avec le mouvement auquel vous participez. Et je pense que le contexte politique est tellement difficile au Tchad que les mobilisations qui ont eu lieu et qui sont quand même importantes, avec des villes mortes qui n'ont pas toutes bien fonctionné, avec quand même des manifestations. Il n'y a peut-être pas une culture de la manifestation comme en Afrique de l'Ouest, mais il y a quand même des manifestations. Et je pense que l'ampleur des mobilisations peut-être ne vous satisfait pas, mais je trouve qu'étant donné le contexte politique au Tchad, ces mobilisations sont importantes, et je pense qu'en France, on pourrait aussi parfois s'inspirer de ce que vous faites au Tchad dans ces mobilisations. Ça c'est un vrai mot de fin, ça. Merci Maria. Merci beaucoup.